Stéphane Clavreuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des livres anciens, des manuscrits du XIIe et du XIXe siècle, du XIIe au XIXe siècle, expert en œuvres d'art et objets de collection. Vous dirigez la librairie Clavreuil sur son site parisien ici, puis un autre établissement à Londres. La bibliophilie, la passion du livre ancien. Stéphane Clavreuil, quel est votre premier coup de foudre autour du livre? Bon, alors, pour débuter, je voudrais dire que la librairie Clavreuil existe depuis 120 ans. C'est-à-dire que je ne suis qu'un maillon de la longue chaîne, la 4e génération. Donc je suis né dans un environnement bibliophilique, j'ai toujours vécu au milieu des livres. Mon père m'a toujours montré ses acquisitions. Et donc les premiers souvenirs remontent à mon plus jeune âge. Maintenant, si je devais vous donner un exemple de ma jeunesse, un des premiers livres qui m'est marqué, ce serait une acquisition que mon père a faite dans une grande famille française, qui était un livre qui avait appartenu à Diane de Poitiers, la maîtresse d'Henri II, et qui était une des plus extraordinaires reliures du XVIe siècle, qui était entièrement, c'était une reliure mosaïquée, c'est-à-dire que comme pour les meubles du XVIIIe siècle, qui sont des meubles mosaïqués, on prend des morceaux de cuir et on fabrique un décor et on fabrique une reliure en faisant un décor entièrement mosaïqué de cuir de couleurs différentes. Et c'était un objet qui m'a marqué parce que, d'abord, c'était un objet extrêmement grand, comme ça, et le fait de pouvoir posséder et d'avoir la chance de toucher un objet qui avait appartenu à la maîtresse du roi Henri II, et donc au roi Henri II, et se dire que on est au contact véritable de l'histoire. Et ça a été un des livres qui m'a vraiment marqué et dont je me souviens encore. Alors, nous sommes ici dans votre librairie, rue de Tournon, à Paris, tout près du Sénat. C'est, à proprement parler, un univers fascinant qui peut impressionner. Quand on passe dans la rue, c'est quand même impressionnant. Qu'est-ce qui fait votre quotidien ici? Alors, c'est vrai que c'est impressionnant, paraît-il. Ça ne l'est pas pour moi, puisque j'ai toujours vécu ici. Et c'est drôle parce que la prochaine génération, mon fils qui a bientôt 17 ans, qui a toujours vécu ici, quand il vient avec ses amis regardent autour, se disent mais qu'est-ce que c'est que cet endroit étrange? Beaucoup de gens passent devant la librairie et ne comprennent pas de quoi il s'agit, puisqu'ils hésitent entre est-ce que c'est une bibliothèque, est-ce qu'on est chez un privé qui expose des livres comme ça, enfin les gens ne comprennent pas. Il faut leur expliquer, quand ils osent pousser la porte, ce qui est assez rare, puisqu'ils sont très intimidés, que c'est un lieu de commerce de livres anciens, un lieu d'antiquité, et la librairie Clavreuil a toujours été donc un lieu où les clients bibliophiles se retrouvaient, et où ils venaient acheter ou vendre des livres, et on se rencontre pour parler de livres, mais aussi pour faire un commerce des livres. Donc mon quotidien, c'est évidemment l'achat. C'est ce qui est extrêmement important dans l'histoire, dans la vie d'une librairie, c'est-à-dire de réussir à trouver les perles rares, et ensuite, une fois qu'on les a trouvées, faire partager notre passion avec nos clients, les décrire, et parler de ces ouvrages. Et nous ne sommes que des passeurs, c'est-à-dire que quand on partage avec un client la passion d'un ouvrage, eh bien, il nous l'achète, il forme une collection, et quand on a un ami, parce que souvent, moi, mes clients sont des amis, on forme une collection ensemble. C'est-à-dire que je trouve, puis j'achète, puis j'appelle le collectionneur, puis il l'achète, mais c'est notre collection presque. Vous voyez, j'aime que le livre aille chez une certaine personne dont on forme la collection ensemble. Alors, vous l'avez dit, vous êtes d'une lignée, plus d'un siècle de famille dans ce secteur-là. Comment est-ce qu'on fait, quand on est à votre place, pour imprimer sa marque? Ça, vous avez imprimé sa marque, c'est intéressant comme question, parce que c'est vrai que je suis la 4e génération et que chaque Clavreuil a vraiment eu une spécificité et une spécialité.
C'est-à-dire que mon arrière-grand-père était quelqu'un d'assez classique et s'occupait d'histoire militaire. Mon grand-père a développé de l'histoire militaire à l'histoire de France. C'était le grand spécialiste de la Révolution française. C'est mon grand-père qui a rédigé la concordance du calendrier grégorien et révolutionnaire. Donc voilà. Et mon père, lui, a développé plutôt ce qui m'intéresse aussi, mais qui est d'une façon un peu différente, une approche du livre comme une approche de l'histoire des idées et des découvertes. C'est-à-dire qu'on passe de l'histoire de France, qui est évidemment l'histoire des idées, à l'histoire des découvertes, mais l'histoire d'un point de vue des voyages, de la médecine, des sciences. Donc, parce que chaque livre imprimé et l'édition originale de chaque ouvrage, en fait, renferme une découverte, aussi bien Christophe Colomb que Bougainville, que Claude Bernard, ou que les dialogues de Galilée, ou que Copernic. Voilà. On va faire quelques voyages comme ça, mais et vous? Et moi, donc voilà, bon, ça c'était l'historique de la librairie Clavreuil. Maintenant, Stéphane Clavreuil, il s'intéresse beaucoup justement à cette histoire de la découverte des idées. Je suis passionné par les livres de voyage qui sont incroyablement... je les lis, surtout ceux qui sont en français, en italien ou en espagnol. Ceux en latin est un peu plus compliqué, mais enfin on y arrive quand même. Mais ce sont comme des romans, en fait. On découvre... en même temps que Christophe Colomb ou Bougainville, les lieux qu'ils ont découverts. On arrive à Tahiti avec Bougainville en lisant le livre et on découvre Tahiti. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Et ensuite, étant donné que j'avais fait des études d'histoire de l'art, j'ai beaucoup développé un secteur qui est plus ancien, donc, dont vous parliez au début, qui sont les manuscrits enluminés et ce qu'on appelle les incunables, donc les premiers livres imprimés au XVe siècle, entre 1455 et 1500, et qui sont donc le berceau incunable, vient du latin incunabula, qui veut dire berceau, et donc le berceau de l'imprimerie. Et donc j'ai beaucoup développé cette période des manuscrits et des premiers livres imprimés du XIIe au XVIe siècle. Voilà. Alors bon, on a parlé tout à l'heure de ce marché du livre, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin ensemble. Donc vous êtes basé à Londres, à Paris, qui sont des capitales de la littérature. Mais au niveau mondial, est-ce qu'il y a un marché du livre? Et s'il y a ce marché, où se situe-t-il? Alors, le marché du livre est très international. Évidemment, Paris et Londres sont des hubs, si je puis dire, du livre ancien. Mais les États-Unis sont un pays où il y a énormément de grands collectionneurs. Où il y a des salons aussi. Donc, on peut vraiment dire que le livre, par essence, est un objet qui se transporte, qui transporte la culture, et donc qui, par essence, est international. Donc, on trouve... Il y a un grand marché en Suisse, il y a un grand marché en Italie, il y a un grand marché en Espagne. Voilà. Et alors, dans ces lieux, est-ce qu'une année est marquée par des temps forts? Absolument, absolument. Alors, la vie d'un libraire est aussi menée par la vie des salons, comme dans tout métier de l'Antiquité. Les marchands de tableaux ont la saison des ventes aux États-Unis ou à New York. On sait qu'à une certaine période de l'année, enfin 2 fois par an, il y a les ventes aux enchères de tableaux anciens sont à une certaine période, les tableaux modernes à une autre période. Et pour le livre ancien, nous avons dans chaque pays du monde des salons organisés, spécialisés, qui sont des salons uniquement dévoués aux livres anciens. J'étais il y a 15 jours à San Francisco, en Californie, pour exposer dans un salon local. Donc, est-ce que dans un salon de ce type, les manias de la tech, quel est le type de clientèle, par exemple, que vous avez en Californie? Alors, écoutez, je vais faire un petit peu mon vieux libraire, là, parce que c'est vrai que je dois dire que ça se perd. C'est-à-dire que la jeune génération de la tech, puisqu'on parle de la tech et puisqu'on parlait de Californie, en Californie, il y a 20 ans, j'avais une dizaine de clients, tous de Palo Alto, tous de la tech,
qui avait encore une histoire dans la tête, une histoire des sciences, de ce qu'ils avaient appris à Stanford ou dans leurs universités. Et donc, ils collectionnaient les livres de sciences. Il y avait un monsieur qui est dont le nom n'est pas très célèbre, mais dont la société est très célèbre. Il s'appelait John Warnock. Il est décédé il y a quelque temps. Très gentil. Et il a créé la société qui s'appelle Adobe. Oui, oui. Voilà. Donc, c'était dans ces manias de la tech qui, quand ils voyaient l'édition originale de Copernic ou d'Isaac Newton, ne pouvaient pas résister, et il a formé comme ça une collection très, très, très intéressante. Je dirais que depuis une petite dizaine d'années, c'est moins le cas. Ces messieurs ont vieilli, et les jeunes sont moins dans l'univers du papier. Alors, est-ce que, parce que je vous ai parlé des manias de la tech, est-ce que le livre ancien est réservé à une élite fortunée? Je ne peux pas dire ça, parce qu'on peut commencer à faire une collection avec des livres qui sont à des prix que je qualifierais de raisonnables pour un livre ancien et pour un livre qui parfois a 100 ans, 200 ans, 300 ans. On peut commencer à faire une collection en achetant des livres à entre 100 et 500 euros. Évidemment, on développe la collection, et quand on a la chance d'avoir certains moyens, on peut acheter des livres à la fin à plusieurs millions. J'ai l'exemple d'un très bon client italien qui, quand il a commencé sa collection, il a collectionné les livres de Dante, de toutes les éditions de Dante, la comédie de Dante. Quand il a acheté son premier livre, il a acheté une édition du 19e siècle à 150 euros. Et puis, au fur et à mesure des années, il a commencé à acquérir des livres, des éditions de plus en plus importantes, intéressantes, jusqu'au jour où il a réussi à obtenir la première édition de Dante, qui a été imprimée dans un petit village en Italie en 1472, qui s'appelle Foligno, et qu'il a payé 5 millions. Voilà. Vous voyez, donc c'est très large. Alors, les sommes d'argent que vous évoquez peuvent inquiéter, parce que dans le marché de l'art, il faut toujours prendre en considération le risque de la contrefaçon. Est-ce que le marché du livre est soumis à ce risque-là? Comme tous les marchés qui représentent beaucoup d'argent, il est un peu soumis à cela. Mais rien en comparaison au marché des tableaux, parce que le livre est quand même un livre, à l'exception de quelques-uns qui sont très fins et très chers. Le livre, il y a au moins une centaine de pages ou 200 pages, et reproduire 100 feuillets ou 200 feuillets, c'est un travail colossal pour un gain finalement pas aussi important. Alors il y a quelques livres, c'est pour ça que je vous parlais de la finesse du livre, parce qu'il y a un livre qui est évidemment, qui lui a été copié et dont il existe des faux, qui est l'édition originale de Christophe Colomb, qui a été imprimée en 1493, dans lequel Christophe Colomb, c'est la première édition de la lettre que Christophe Colomb rédige et envoie au pape après sa découverte, après son retour des Antilles. Et ce livre, c'est une lettre, donc c'est 4 feuillets seulement. Et ces 4 feuillets, le dernier exemplaire qui s'est vendu à New York il y a 15 jours, s'est vendu 4 millions de dollars. Donc les faussaires ont tendance à reproduire ce livre. Maintenant, on est tous spécialistes, donc c'est notre métier aussi de pouvoir prouver que c'est un faux. Alors justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question, c'est comment se prémunir de cela? C'est-à-dire qu'avant une vente aux enchères, il y a, faites-nous un petit peu, il y a une authentification. Avant une vente aux enchères, de toute façon, il y a toujours, une vente aux enchères ou une vente privée, oui. On étudie toujours les livres avec beaucoup de précautions avant d'en faire l'acquisition. C'est-à-dire que, après, il n'y a pas d'école pour ça. Il faut avoir l'œil, il faut avoir un sens du feeling comme ça, et de vérifier que le papier est bien un papier du XVe siècle, du XVIe siècle. Ce sont des choses qu'on apprend, oui, ça, puisque dans le papier, il y a ce qu'on appelle des filigranes, qui sont des petites choses qui sont transparentes au milieu du papier.
et qui sont les marques du fabricant du papier. Donc on sait par rapport au filigrane si le papier a été fait à Lyon en 1480 ou à Rome en 1632. Vous voyez, ça, et c'est comme ça qu'on découvre s'il y a des faux. On a la chance, pour revenir à votre question initiale, on a la chance dans notre métier de ne pas être trop tracassé par ce genre de choses. Alors, on parle de livres, moi j'aimerais qu'on puisse en voir un, on va en voir quelques-uns ensemble. Avec plaisir. Vous avez parlé de la première époque, celle de ces incunables. J'aimerais que vous nous partagiez peut-être le premier livre illustré. Alors c'est le premier livre, je vais vous montrer le premier livre illustré imprimé en France. Ouais. Pas illustré en général, mais imprimé en France, qui est ici. Sortir. Vous voyez, on protège les livres avec des étuis, qui sont comme des écrins un peu. Alors, ça, c'est ce que vous nous montrez, c'est une édition originale. Alors, ce que je vous montre, c'est une édition incunable, c'est-à-dire imprimée donc, au XVe siècle, imprimée à Lyon en 1482. On va laisser ça, excusez-moi. Lyon était un des centres de la typographie et de l'imprimerie en France au XVe siècle. Et ce que je vous présente ici, donc, c'est un des premiers livres imprimés en français, parce que c'est en ancien français, si vous voulez. Donc c'est bien on est, on va dire, suite à Gutenberg. Hein, on est bien sûr de... Gutenberg imprime le premier livre, qui est une Bible, en 1455 à Mayence. Et immédiatement, les imprimeurs s'aperçoivent que c'est une révolution, puisque en un mois, on peut réaliser 500 ou 600 exemplaires d'un livre, ce qui était, à l'époque des manuscrits et des moines copistes, on pouvait réaliser un livre. Donc, c'est la multiplication. Et alors justement, donc, la révolution qui est présente sous nos yeux, là, c'est le fait qu'il y ait, en plus du caractère d'imprimerie, des illustrations. Voilà, alors ce qui est révolutionnaire dans ce livre, c'est la première édition, c'est un des premiers livres déjà en langue vulgaire. C'est-à-dire que Gutenberg imprimait en latin, et les premières années de l'imprimerie, c'était surtout des textes théologiques imprimés en latin. Là, ce qui est formidable dans ce livre-là, c'est qu'il est imprimé en français, donc c'est un des premiers livres imprimés en français, et que pour faciliter le commerce du livre, les imprimeurs commencent à les illustrer et demandent à des artistes de faire des gravures sur bois. Tout ça, vous voyez, ce sont des xylographies qui illustrent le volume. Donc, du coup, c'est un métier nouveau aussi qui apparaît. Absolument, absolument. Le métier de typographe est créé. Voilà, c'est un métier nouveau. Et ensuite, le typographe, qui est souvent éditeur aussi, à cette époque-là, l'imprimeur et l'éditeur étaient le même, demande à certains artistes, qui étaient des peintres jusqu'à présent, de graver des illustrations pour les livres. Et ça, c'est un des premiers exemples. Donc là, c'est un livre qui vient après l'époque des moines copistes, absolument, etc. Absolument. C'est après le nom de la rose. C'est après le nom de la rose, absolument. C'est après les manuscrits enluminés. Alors, peut-être pour faire un bond dans l'histoire à l'échelle de ces périodes, j'aimerais qu'on partage ensemble un livre qui est d'une très grande beauté dans son illustration. C'est un chef-d'œuvre de l'époque de Louis XIV, 1687. Il est sur la table, je crois. C'est déjà rien que l'objet, sans l'ouvrir, voilà. C'est quelque chose de formidable. Alors, c'est un livre formidable parce que c'est un livre d'architecture, de l'architecte de Louis XIV qui a construit l'Hôtel des Invalides. Donc c'est le premier livre consacré aux Invalides, qui décrit, qui est entièrement gravé. C'est un peu compliqué à manipuler, parce que vous voyez, ce sont de grandes planches dépliantes qui
donne la première représentation de l'Hôtel des Invalides. Donc on a les plans d'architecture. Les plans d'architecture de l'Hôtel des Invalides. Vous voyez, j'allais dire en 4 dimensions, mais voilà, oui, voyez, je ne vais pas vous l'ouvrir trop parce que c'est fragile. Et ce qui est très extraordinaire dans cet exemplaire, on ne connaît qu'une dizaine d'exemplaires de ce livre-là, mais ce qui fait en plus la particularité de cet exemplaire, c'est que c'est un livre qui a été imprimé pour les Invalides, donc pour Louis XIV, mais c'est l'exemplaire de Louis XIV. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on reconnaît ça? Comment est-ce qu'on reconnaît ça? Donc, il est relié dans ce qu'on appelle un maroquin rouge, qui est une peau spécifique pour les reliures de grand luxe. Oui. Il est relié aux grandes armes royales. Donc on voit les armes de France, les fleurs de lys. Et si on retourne et qu'on regarde ce qu'on appelle le dos, on voit qu'il y a 2 L entrelacées qui prouvent que c'est donc l'exemplaire de Louis XIV. Et ça, c'est ce qui fait son côté unique. Alors, tout à l'heure, on parlait du sujet de contrefaçon. Au-delà de ça, j'aimerais qu'on discute un petit peu de votre rôle d'expert. Cette expertise, je crois que vous l'exercez dans différents domaines. Oui, je suis membre de la Société des experts professionnels en œuvres d'art, qui s'appelle la SFEP. Quand et comment vous sollicite-t-on dans ce rôle-là? Alors, il y a différents cas. On me sollicite... j'ai plusieurs casquettes. On me sollicite souvent pour les successions, c'est-à-dire que lorsque un collectionneur disparaît, ses enfants ne sont pas obligatoirement intéressés par les livres, et donc ils décident de les vendre. Et pour les vendre, il faut une expertise. Parfois, certains des enfants s'intéressent aux livres, et donc il faut aussi faire une expertise de façon à ce que, dans la succession, celui qui veut garder les livres puisse dédommager ses frères et sœurs. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, vous vérifiez évidemment l'authenticité, mais aussi vous donnez une valorisation. Je donne une valorisation, c'est-à-dire que je fais un catalogue des livres et je donne la valorisation actuelle de l'ouvrage, et ensuite il m'arrive de faire des ventes aux enchères aussi. Enfin, après la décision de la vente ou de garder les ouvrages dépend des héritiers, mais voilà. Alors, autour de cette passion du livre, de manière plus générale, la bibliophilie, vous avez dit tout à l'heure que c'est pas forcément un secteur codifié, enfin il n'y a pas un master, ou alors je connais pas bien, mais en fait, quelles seraient les règles d'or pour faire un bon professionnel du livre ancien? La première chose, la passion. Il faut être passionné par l'histoire du livre. On commence dans l'ensemble par être passionné par l'histoire de l'art. Et ensuite, il faut pour venir au livre, souvent, les collectionneurs de livres ont commencé par que, quand ils étaient enfants, ils collectionnaient les timbres. C'est-à-dire qu'il faut un peu cette relation au papier. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, il faut avoir une passion de la recherche et de la découverte. On est toujours... je dis toujours que le matin, quand je me réveille, chaque matin, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas quel livre je vais acheter. Je ne sais pas quel livre je vais découvrir. Je ne sais pas qui va entrer dans ma librairie et me proposer un manuscrit ou un livre dont j'ai toujours rêvé. Donc, c'est ce qui mène aussi la vie d'un libraire. Alors, justement, entrer dans une librairie, je ne doute pas qu'avec ce métier-là, vous avez fait des rencontres de clients passionnés, mystérieux parfois. Votre père, vous-même, avez-vous eu quelques clients on va dire, connus, dont vous pourriez révéler un petit peu... Dans les clients connus et dont on peut parler, parce que certains ne veulent pas, la bibliophilie est aussi un milieu où les gens veulent rester discrets, c'est plutôt une collection d'intravertis que d'extravertis. Écoutez, mon père vendait beaucoup au psychanalyste Jacques Lacan.
Puis on a vendu beaucoup et on a vraiment formé une grande partie de la collection de Pierre Bergé pendant des années. Et Pierre qui avait une très grande collection d'œuvres d'art qu'il partageait avec Yves Saint Laurent, mais sa collection personnelle était vraiment les livres anciens, donc depuis son plus jeune âge. Quand Pierre Bergé s'est installé à Paris et qu'il avait 17 ans, son premier métier était courtier en livres anciens. Donc il était complètement pris par le livre et la bibliophilie dès son plus jeune âge. Et donc on a réussi, c'était un très bon ami, on a réussi à faire une collection, à créer une collection ensemble, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il offrait quelques livres à François Mitterrand, je suppose. Oh oui, parfois, voilà. Ouais, François Mitterrand, qui était un très bon ami de mon grand-père, qui achetait plus chez mon grand-père, qui s'intéressait beaucoup à l'histoire, et donc voilà, ça y avait. Mais il achetait des livres pour les offrir à François Mitterrand, et donc il y avait des petites réunions comme ça à la librairie parfois, c'était très, très intéressant. Et puis dans les autres personnages vraiment exceptionnels à qui j'ai beaucoup vendu, il y a Umberto Eco évidemment, donc Le nom de la rose. On rejoint qui était un des personnages les plus brillants, intelligents que j'ai rencontrés de ma vie. Alors c'est étonnant parce que Umberto Eco, on se dit universitaire, célèbre et mondialement connu, donc je me dis il a accès à toutes les bibliothèques du monde gratuitement. Quelle était la passion au-delà? Un collectionneur, il a envie de posséder, il a envie d'acheter pour lui. Évidemment, on a tous accès à des bibliothèques, mais quand on est dans sa maison, dans son appartement, dans sa bibliothèque, et puis qu'on peut, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, se lever et aller sortir l'édition originale du discours de la méthode de Descartes ou de Galilée et de le feuilleter, c'est un autre plaisir. C'est un plaisir, voilà. Et Umberto Eco, il avait une collection très exceptionnelle, toujours dans son côté chercheur un peu fou, et voilà, qui allait à l'encontre de ce que cherchent les autres finalement. Lui, ce qui l'amusait beaucoup, c'était de collectionner les livres des auteurs qui avaient eu tort. Ah, ouais. Parce que quand on parle de la découverte, il y a ceux qui ont eu raison, comme Copernic, Galilée, mais il y a eu aussi des masses de livres imprimés par des gens qui avaient tort et qui avaient des théories un peu étranges. Et donc, une des collections d'Umberto Eco, c'était les gens qui ont tort. Et je trouvais ça très rigolo, parce ça donne un thème de recherche, absolument. C'est clair. Umberto Eco, pour moi, c'est pas évidemment les noms célèbres de ses romans, mais c'est aussi... à travers sa littérature, une ode au voyage et à la découverte. J'aimerais qu'on parte en voyage avec vous. Cette période des découvertes autour des sociétés humaines, mais aussi de la botanique, de la nature. Est-ce qu'on pourrait voyager avec Bougainville? Écoutez, je vais vous montrer l'édition originale de Bougainville, qui est un volume qui se présente comme cela. Alors là, la couverture, c'est quoi? Alors donc c'est imprimé en 1771, et la reliure est une reliure de ce qu'on appelle du veau. D'accord. Le veau étant une reliure plus pour l'usage. Je vous parlais du maroquin tout à l'heure, qui est un cuir qui est utilisé pour les livres de grand luxe, et le veau est plutôt utilisé pour les livres vraiment de lecture. D'accord. Et donc plus grande fréquence. Voilà, plus grande fréquence. Et voyez, donc c'est le voyage autour du monde. La fameuse boudeuse. Voilà, de Bougainville. Donc c'est le livre lui-même date de 1771, voyez. D'accord. C'est donc l'édition originale, dédiée au roi. Ouais. Et donc, dans cet ouvrage, j'en parlais tout à l'heure, on le lit vraiment comme un livre, comme un roman. Vous voyez, le livre commence dans le mois de février 1764. La France avait commencé un établissement aux îles Malouines. Et voilà. C'est un journal de bord. C'est un journal de bord, mais qui se lit comme un roman. Et, avec des illustrations. Alors, avec des cartes. Voilà, c'est illustré de cartes. Vous voyez, la première carte qui retrace tout le voyage et qui est très importante parce que il arrive ici dans l'archipel de Tahiti, et que c'est dans cet ouvrage
qu'on trouve la première description de Tahiti, de Bora Bora, déjà, à cette époque-là, Bougainville décrit ce lieu comme un paradis. Voilà. Un autre voyageur, c'est La Pérouse. La Pérouse, je vais vous montrer. Alors ça, c'est un très beau livre, très illustré. Là, les dimensions vous voyez, ce sont des grands... Et donc, La Pérouse, donc ça, c'était le voyage que Louis XVI voulait absolument entreprendre pour la France, parce que les Anglais étaient extrêmement puissants dans les mers du Sud, avaient déjà découvert l'Australie avec le capitaine Cook, et il y avait toujours eu cette rivalité entre la France et l'Angleterre, et donc Louis XVI a demandé à Monsieur de La Pérouse d'entreprendre ce grand voyage autour du monde pour découvrir les mers du Sud qui était dans le Pacifique. Donc là, un livre comme ça, donc c'est un petit peu la même logique de journal de bord, de description. C'est la même, absolument. Alors, ce livre-là, il se compose de, en fait, 5 volumes, 5 livres. Il y a 4 volumes de textes c'est le journal de bord, qui décrit vraiment le voyage. Et c'est ce volume-là, c'est ce qu'on appelle l'Atlas, c'est-à-dire on y trouve toutes les illustrations. Des cartes, de la botanique. De l'ornithologie. Vous voyez, ça c'est un oiseau de Californie. Et donc, il décrit la vie des autochtones. Vous voyez, là, donc là, c'est bien, lors du voyage, il était accompagné d'artistes. Il était accompagné d'artistes, de botanistes, d'ornithologues, de toutes sortes de scientifiques, parce que c'était des voyages qui étaient organisés pour découvrir de nouvelles terres, et aussi pour ramener des spécimens au Muséum d'histoire naturelle, et pour faire des études sur les scientifiques, sur la botanique, l'histoire naturelle en général, les objets aussi, des sociétés. Je crois que Louis XVI était très attentif à cette mission, jusqu'au bout. Oui. Hélas, l'expédition de La Pérouse s'est échouée sur une petite île du Pacifique. Ils ont disparu. Heureusement, on a pu avoir ce livre et ce texte, parce que La Pérouse s'était arrêté au Kamtchatka en Russie, et précautionneux, il avait laissé un de ses seconds, qui s'appelait Monsieur de Lesseps, en lui demandant déjà de ramener en France les premiers textes de la découverte et du voyage. Donc on a pu avoir ce livre-là grâce au texte que Lesseps a ramené du Kamtchatka à Paris. L'expédition est repartie dans les mers du Sud, et on n'a jamais retrouvé, jusqu'à un siècle plus tard, on a retrouvé des morceaux du bateau, de l'épave et le sabre de Bougainville. Mais c'est vrai que ça a été le désastre. Et pour Louis XVI, il y a une phrase extrêmement célèbre de Louis XVI on dit, je ne sais pas, que quand il est monté à l'échafaud, le jour où on l'a décapité, sa dernière phrase a été « A-t-on des nouvelles de Monsieur de Bougainville ?» De Monsieur de La Pérouse, excusez-moi. A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse? Parce que c'était le voyage dont il rêvait, qu'il avait organisé, et donc il était très inquiet. De la réussite de ce voyage. Alors, cet art du voyage, des sociétés, du lointain, j'aimerais que vous nous partagiez un scoop. On a aujourd'hui un sport qui est largement pratiqué sur le bord des plages l'été. Et en fait, l'intérêt de l'histoire, c'est d'aller à la découverte des origines de ces sports. Absolument, des origines. Et c'est ce qui est merveilleux dans ce métier et dans les livres de voyage, c'est-à-dire qu'on découvre que une des pratiques qui semble totalement régulière maintenant est originaire de l'île de Pâques, cette pratique, c'est le surf. Et dans cet ouvrage, qui est en fait le récit c'est un album qui contient les dessins d'un amiral anglais au XIXe siècle, on y trouve la première représentation d'une personne faisant du surf. La planche de surf. La planche de surf. Donc ça, on est à peu là on est vers 1850. 1850. On voit bien la planche. Et voilà, il décrit dans le texte dessous
qu'il explique que les indigènes de l'île de Pâques ont l'habitude de prendre une planche et de glisser sur les vagues. Bah, d'ailleurs, voilà. On Donc voit... ça, c'est l'arrivée du bateau. D'accord. C'est l'arrivée du bateau à l'île de Pâques, avec tous les indigènes qui viennent accueillir et faire des offrandes aux marins, voyez. Alors ça, c'est aussi très important, parce qu'il leur offre des objets qui sont maintenant extrêmement rares, et les collectionneurs d'art d'objets du Pacifique, grâce à cette image, peuvent retrouver et authentifier les objets. Voilà. Et en dessous, donc, cette jeune femme qui va faire du surf, qui prend sa planche. D'ailleurs, elle prend la planche, je crois, je ne suis pas très surfeur, mais je pense qu'on les porte comme ça encore. C'est la posture, voilà, c'est la posture du surfeur. Voilà. Et bon, donc, voilà. Merci beaucoup. J'aimerais que on change un petit peu de cadre et qu'on aille dans votre bureau pour voir d'autres ouvrages d'une autre période. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, ici, on est dans un autre lieu, un autre cadre. C'est un peu plus en retrait, certainement plus propice à la réflexion. Est-ce que dans ce métier-là, on a besoin de calme ? On a besoin de calme, absolument. On a besoin de calme parce que quand on étudie un manuscrit du XIIIe siècle ou en ancien français ou en latin, et qu'on veut lui attribuer un auteur, une provenance, on a besoin de réfléchir, on a besoin de comparer dans son esprit par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On a des ouvrages de recherche. Tout ce qui nous entoure ici, ce ne sont que des livres qui m'aident à décrire les livres, en fait. C'est ce qu'on appelle les livres de référence, la bibliographie. Et donc, on a besoin d'être dans un endroit calme. Bon, ici, c'est mon bureau, c'est l'endroit où je travaille, l'endroit où je reçois mes clients aussi, parce que quand on est avec un client, on a besoin de calme aussi, et on a besoin de profiter d'un moment un peu privilégié. On parle du livre, on regarde le livre, donc voilà. Il m'arrive souvent de fermer la porte et d'être avec un client comme ça. Voilà. Alors, question iconoclaste, est-ce que vous lisez beaucoup quelque part au-delà de votre nécessité professionnelle? Écoutez, je lis, je vais dire que je lis normalement, comme toute personne qui s'intéresse à la littérature. Voilà, donc... Que lisez-vous d'actuel, ou d'actuel ou pas d'actuel, mais qu'est-ce qui fait votre table de chevet? Ma table de chevet, j'ai toujours une dizaine de livres, une vingtaine de livres qui sont commencés, parce que j'en lis toujours 3, 4, 5 en même temps. Donc je lis pas mal de livres d'histoire, je lis des biographies, je lis... pas mal de romans, mais plutôt anciens. C'est vrai que j'ai tendance à lire des classiques, que ce soit des livres français, russes, voilà. Et des livres sur l'histoire du livre aussi, quand même, parce que quand on est plongé dedans, on a la chance d'avoir des conservateurs de bibliothèques qui publient régulièrement des articles et des choses comme ça, et donc je lis pas beaucoup de choses. Alors, on a choisi ce lieu pour aborder une période qui est riche pour la littérature, le 19e siècle, le début du 20e siècle. C'est la période reine pour cette littérature. Je voudrais qu'on parcourt avec vous quelques ouvrages, peut-être symboliques ou emblématiques de la période. Peut-être commencer par Baudelaire. Voilà, j'ai sorti... peut-être le livre de littérature du 19e siècle le plus célèbre, le recueil de poésie le plus célèbre français. Il s'agit de l'édition originale des Fleurs du Mal de Baudelaire, imprimée en 1857. Qu'est-ce qui fait sa valeur? Alors, ce qui fait sa valeur, il s'agit d'un exemplaire exceptionnel. Baudelaire était très bibliophile lui-même, et donc il avait demandé à Poulet-Malassis, qui était l'imprimeur, qui a imprimé l'ouvrage, de faire ce qu'on appelle d'imprimer des exemplaires sur grand papier. C'est-à-dire qu'il y avait le tirage courant, qu'on peut trouver en librairie, et le tirage bibliophilique,
et il s'agit ici d'un exemplaire imprimé sur grand papier, dont on ne connaît qu'une vingtaine d'exemplaires. On en connaît 22 exactement. Donc c'est numéroté. C'est pas numéroté, mais par rapport aux recherches qu'on fait, on sait que... Voilà. Et cet exemplaire, en plus, a été ce qu'on appelle truffé, c'est-à-dire qu'il est illustré de gravures... Oui. Qui n'était pas en fait prévu pour l'ouvrage, mais qu'un bibliophile a ajouté. Ouais. Et donc là, c'est une suite d'Odilon Redon, un portrait de Baudelaire. Et donc on voit la tranche dorée. Voilà, la reliure ancienne. Et voilà. Ça, c'est quelque chose de très... C'est quelque chose de rarissime, parce que on n'en connaît que 22 exemplaires. Voilà, je voudrais vous montrer, parce que ça c'est justement... souvent, les bibliophiles, comme je vous disais, sont des gens plutôt discrets. Et là, on voit exactement la discrétion du bibliophile, c'est-à-dire que de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle une reliure janséniste, extrêmement sobre, et à l'intérieur, il a demandé au relieur de faire ce qu'on appelle, ce dont je vous parlais tout au début, une reliure mosaïquée, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, c'est une mosaïque de cuir de couleurs différentes qui illustre le livre déjà à la reliure. Alors, vous nous faites partager la beauté, on voit le papier, l'image, la reliure. Effectivement, ce sont de véritables œuvres d'art. Montons encore d'un cran, j'ai envie de dire, avec Paul Valéry. Si je peux me permettre, avant, parce que cet exemplaire, en plus des illustrations, contient une lettre originale de Charles Baudelaire, autographe, voilà, que le collectionneur aussi a fait. Donc là c'est l'écriture. C'est l'écriture de Charles Baudelaire. Ce n'est pas une reproduction. Ce n'est pas une reproduction, c'est une lettre originale. Et si vous pouvez... Je ne sais pas, zoomer, vous voyez, signé ici, Charles Baudelaire. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est ce qui fait le prix et l'importance de cet exemplaire aussi. Alors voilà, autour de cette beauté et une originalité, un ouvrage de Paul Valéry. Alors on revient aussi à l'histoire, dans l'histoire du livre, il y a l'histoire de la typographie, l'histoire de l'illustration, mais l'histoire de la reliure est très importante. Donc là, nous avons une édition de Narcisse de Paul Valéry. Alors là, on est à l'époque. Alors là, on est au début du XXe siècle. Là, on est au début du XXe siècle. Donc ça, effectivement, alors je ne sais pas si c'est l'art nouveau. C'est l'art déco. C'est l'art déco, voilà. Ah, et donc, c'est voilà, une édition illustrée de Valéry. Vous voyez, 1947. Et cet exemplaire est tout à fait important parce qu'il a été réalisé pour un des très grands bibliophiles des années 40-50, qui s'appelait Monsieur Malle. Monsieur Albert Malle était le grand-père du cinéaste Louis Malle, voilà. Et la famille Malle a toujours été, sur plusieurs générations, une génération de grands bibliophiles. Monsieur Malle, grand-père, était président de la Société des bibliophiles des Amis des Lettres, et donc il a demandé à une artiste, femme, ce qui est assez rare à cette époque-là, qui s'appelait Rose Adler, de réaliser pour lui une reliure, une fois de plus mosaïquée, dans le style complètement art déco. Donc ça veut dire que là, c'est un modèle unique. C'est un modèle unique qui a été réalisé pour lui. Et vous voyez, si on peut zoomer aussi, elle a été donc signée. Il y a le nom du bibliophile, Albert Malle, et la reliure est signée Rose Adler, 1950. Donc ça, c'est un exemple de reliure absolument unique. Et donc, évidemment, avec le jeu des reflets de Narcisse. De Narcisse, l'eau voilà, et absolument. Le paysage. J'aimerais qu'on termine ce parcours avec Apollinaire. Là aussi, une originalité. Alors, une fois de plus, c'est un exemplaire unique de l'édition originale des calligrammes d'Apollinaire, qui a été spécialement relié encore par une femme, mais il est non seulement relié, mais il est brodé
par Sonia Delaunay, la peintre Sonia Delaunay, qui s'est créé son exemplaire. C'est l'exemplaire personnel de Sonia Delaunay. Et elle a créé cette reliure brodée de soie. On voit que tout... vous voyez, oui. Là aussi, c'est une mosaïque, mais pas de cuir, c'est une mosaïque de soie brodée. Et ça, c'est absolument rarissime, absolument unique. L'originalité, enfin l'importance de ce livre, et non seulement, bon, c'est l'édition originale des calligrammes de Guillaume Apollinaire, donc là aussi, pour le XXe siècle, un des plus grands recueils de poésie, et il est illustré par un portrait d'Apollinaire par Picasso. Ah, super. Voilà. Alors, Stéphane Clavreuil, on a fait un tour dans l'histoire avec vous. J'aimerais nous projeter dans l'avenir. On voit approcher l'intelligence artificielle qui, a priori, va pouvoir tout reproduire ou inventer ou plagier, selon les points de vue. Voit cet essor du numérique sous toutes ses formes. Par rapport au métier que vous exercez, qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que il y a, par certains côtés, évidemment comme tout le monde, et que chacun dans son métier, j'ai essayé de faire des choses avec, enfin d'aller sur ChatGPT quand il s'agit d'une question que je pourrais qualifier d'assez simple, l'utilisation de l'intelligence artificielle est absolument incroyable parce qu'elle réunit tellement d'informations qu'elle nous donne quand même des informations auxquelles nous, on n'aurait pas pensé. Donc je dois dire que c'est quand même quelque chose qui peut être utilisé. En revanche, quand on commence à faire des recherches un peu plus techniques, et donc trop spécialisées, la machine s'enraye et elle répond n'importe quoi. Dans l'ensemble, à chaque fois que j'ai vraiment fait des recherches très précises sur l'histoire de la reliure, l'histoire d'un imprimeur, en essayant de mettre en connexion comme ça, jusqu'à maintenant, j'imagine que ça va se développer et que ça arrivera, mais que jusqu'à maintenant, le cerveau humain et la connaissance de la connexion qu'on fait par rapport à l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature, reste encore plus efficace. Mais au-delà de cela, cet essor du numérique, des écrans, etc., est-ce que votre métier autour du papier a de l'avenir ? Alors, le numérique, les écrans, l'Internet a beaucoup touché toute une section de la librairie, c'est-à-dire que quand on dit qu'on est libraire, il y a plusieurs sortes de façons de faire de la librairie. Les libraires, comme l'était un peu mon grand-père pour les livres d'histoire de France ou des livres plus classiques, ont été très touchés par l'Internet. C'est-à-dire que les clients qui prenaient le plaisir et de venir dans une librairie, de parler avec son libraire et d'acheter un livre à 50 ou à 100 ou à 200 euros, maintenant ils ont tendance à rester à leur bureau et à acheter l'exemplaire le moins cher sur Internet. Dans ma profession de libraire de livres vraiment exceptionnels et quasi uniques, on n'a rien à craindre parce que un livre comme ceux que je vends, c'est comme un tableau ou c'est comme un objet d'art. Il faut le voir, il faut le toucher, et donc il n'y a pas de souci. Bon. Alors, Stéphane Clavreuil, vous êtes issu d'une lignée de passionnés. Côté terroir, vous êtes bourguignon. Absolument. C'est finalement la passion que vous transmettez. Vous êtes un maillon, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que finalement, vous n'incarnez pas le cycle éternel du livre à travers votre profession ? Écoutez, j'espère, c'est un petit peu ce que je souhaite faire, réussir, et comme je disais au début, à être un passeur, à être quelqu'un qui, d'une génération à l'autre, réussit à faire découvrir à des gens qui ignorent l'existence de ce métier,
qu'on peut d'un seul coup se passionner pour un auteur, ou pour un relieur, ou pour un imprimeur, voilà. Et donc, oui, j'espère que ce sera... Bon, mon fils n'a que 16 ans, 17 ans, je dois avouer qu'à 16-17 ans, je ne savais pas encore si j'allais devenir libraire ou pas. Alors justement, nous avons une question traditionnelle dans ces entretiens. Si là, maintenant, vous aviez l'occasion de prendre un café avec le jeune Stéphane que vous étiez à 18 ans, justement, vous n'aviez peut-être pas la vocation à ce moment-là, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, les yeux dans les yeux, que lui diriez-vous ? Alors, je lui dirais que s'il veut vraiment devenir un libraire qui compte, il doit toujours savoir prendre des risques. Toujours. Parce que, et quand je dis des risques, c'est aussi bien des risques financiers, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup d'argent pendant cet entretien, mais c'est vrai que mon métier implique d'acheter les livres. Et donc, quand on achète un livre, on l'achète comme un collectionneur, avant tout. On l'achète parce qu'on l'aime et qu'on y croit. Mais on investit beaucoup d'argent. Et on n'a pas... on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, il faut absolument... on n'a pas toujours l'acheteur. Il y a des livres qui sont autour de nous, que j'ai achetés parce que je les aimais, que je les aime toujours, mais que j'ai achetés il y a 20 ans et que je n'ai pas vendu. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Il faut affirmer sa personnalité, justement, dans ce qui va avec prendre des risques, c'est-à-dire il faut absolument affirmer son goût et sa personnalité. Parce que c'est la façon dont on fait partager sa passion avec ses clients. Voilà, c'est ce que je dirais surtout. Stéphane Clavreuil, merci. Mais je vous en prie. Merci à vous.